Je pensais que j'entrais pour un autre dîner dominical ordinaire chez mes parents, dans la banlieue de Chicago. L'odeur du rôti de ma mère remplissait la salle à manger alors que nous nous réunissions autour de la table en chaîne familière où j'avais mangé d'innombrables repas en grandissant. Mon père s'est raclé la gorge de cette manière sérieuse qui signifiait généralement que quelqu'un allait recevoir une leçon sur la responsabilité ou les valeurs familiales. Mais au lieu du discours habituel sur le fait de venir nous voir plus souvent, il a lâché une bombe qui a brisé mon monde en 88 mots. Il a annoncé que je partagerais ma maison de 3 chambres avec mon frère Marcus et sa famille de 4 personnes. La trahison m'a frappé comme une douche froide alors que tout le monde hochait la tête en signe d'accord, ayant apparemment planifié cette embuscade sans me consulter. Le silence qui a suivi l'annonce de mon père était suffocant. J'ai regardé chaque visage autour de la table, cherchant un signe que c'était une blague élaborée. Les lèvres pincées et le regard désapprobateur de ma mère m'ont dit le contraire. Ma sœur Jessica évitait mon regard, soudainement fascinée par sa purée de pommes de terre. Marcus était assis en arrière sur sa chaise avec une expression suffisante que je reconnaissais de l'enfance, le même air qu'il arborait quand il s'en sortait après avoir cassé quelque chose et m'avoir laissé porter le chapeau. Jeffrey n'est pas l'air si choqué. Mon père a continué de couper son rôti avec une précision délibérée. Tu vis seul dans cette grande maison depuis 3 ans maintenant. 3 chambres pour une seule personne, c'est du gaspillage. Du gaspillage, ai-je réussi à croasser, retrouvant ma voix. Papa, j'ai acheté cette maison. J'ai économisé pendant des années, fait des heures supplémentaires et des sacrifices pour pouvoir me la payer. Ma mère a posé sa fourchette avec assez de force pour faire cliqueter la porcelaine. Ne lève pas la voix sur ton père, Jeffrey. Nous t'avons mieux élevé que ça. Cette famille prend soin les uns des autres et en ce moment, Marcus a besoin de notre aide. Je me suis tourné vers Marcus, qui avait 35 ans et aurait dû être capable de prendre soin de sa propre famille. Qu'est-il arrivé à ton travail au cabinet comptable? Marcus s'est agité, mal à l'aise. Coupe budgétaire. Ils ont dû licencier des gens. Ça arrive à tout le monde de nos jours. C'était il y a 6 mois, ai-je fait remarquer. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Je cherche la bonne opportunité, est intervenue Patricia, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Ma belle-sœur avait toujours été soucieuse des apparences. Et même maintenant, face à ce qu'elle prétendait être une crise du logement, elle portait un chemisier de créateur et des cheveux parfaitement coiffés. Marcus ne va pas accepter n'importe quel travail, il a des exigences. Jessica a finalement levé les yeux de son assiette. Jeffrey, nous en parlons tous depuis des semaines. Tu gagnes bien ta vie avec ton travail d'ingénieur logiciel, surtout après cette promotion le mois dernier. Tu peux te permettre d'aider la famille. Le mot « semaine » m'a frappé comme un coup physique. Vous avez planifié ça dans mon dos, vous vous êtes réunis pour parler de ma vie sans m'inclure. Nous voulions te présenter une solution au lieu de simples plaintes, a expliqué mon père, comme si orchestrer une embuscade familiale était un comportement parfaitement raisonnable. Marcus et Patricia ont besoin d'un endroit où rester le temps de se remettre sur pied. Tu as des chambres en plus. Ce sont de simples mathématiques. De simples mathématiques? Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le parquet. Ce n'est pas un problème de maths, papa. C'est ma maison, mon intimité, ma vie que vous essayez de réorganiser sans mon consentement. La voix de ma mère a pris ce ton chargé de culpabilité qu'elle avait perfectionné au fil de décennies de manipulation. Je suis déçu par toi, Jeffrey. Quand es-tu devenu si égoïste? Ton frère a 2 enfants à charge. Comme invoqué par ces paroles, Tyler, 8 ans, et Madison, 11 ans, sont apparus dans l'embrasure de la porte. Leurs visages étaient soigneusement arrangés en expression d'espoir innocent. Patricia les avait clairement coachés pour ce moment. Oncle Jeffrey, a dit Madison d'une petite voix. Est-ce qu'on va vraiment vivre dans ta grande maison? Maman a dit que tu avais un jardin avec de la place pour une balançoire. Mon cœur s'est serré face à la manipulation, mais je l'ai reconnue pour ce qu'elle était. Patricia utilisait ses enfants comme des armes émotionnelles, et ma famille l'aidait à le faire. J'ai de nouveau regardé autour de la table, voyant mes proches sous un nouveau jour. Ces personnes qui prétendaient se soucier de moi avaient passé des semaines à comploter pour bouleverser la vie que j'avais soigneusement construite. Le truc, c'est que, a dit Jessica en sortant son téléphone, nous avons peut-être déjà mentionné à quelques personnes que tu avais accepté d'aider. Les Henderson de l'église le savent, et maman l'a dit à Madame Patterson d'à côté.
Tout le monde pense que c'est merveilleux la façon dont tu soutiens la famille. Le piège s'est refermé sur moi avec une précision parfaite. Non seulement ils avaient planifié cela sans moi, mais ils avaient dit à la communauté que j'avais déjà accepté. Tout maintenant me ferait passer pour un menteur sans cœur qui était revenu sur sa parole d'aider des enfants dans le besoin. Marcus s'est penché en avant avec une fausse sincérité. Écoute Jeffrey, je sais que ça semble soudain, mais nous sommes une famille. Nous nous sommes toujours soutenus. Tu te souviens quand tu avais besoin d'aide pour tes frais de scolarité? Maman et papa n'ont pas hésité. La comparaison était si injuste qu'elle m'a coupé le souffle. Ils m'avaient aidé pour mes frais de scolarité en tant que parents soutenant l'éducation de leur enfant. C'était complètement différent. C'était du chantage émotionnel enveloppé dans une obligation familiale. On parle de combien de temps, ai-je demandé, cherchant une limite, une borne à l'invasion qu'ils planifiaient. Jusqu'à ce qu'on soit installé, a dit Patricia vaguement. Juste le temps que Marcus trouve le bon poste, et qu'on puisse de nouveau se permettre notre propre logement. L'expression « le bon poste » a fait sonner des cloches d'alarme dans ma tête. Marcus était au chômage depuis 6 mois et ne montrait aucun signe de revoir ses exigences à la baisse ou de prendre un travail intérimaire. Patricia n'avait pas travaillé depuis des années, affirmant que les enfants avaient besoin d'elle à la maison. Aucun d'eux ne semblait comprendre que les mendiants ne peuvent pas choisir. Nous contribuerons autant que possible, a ajouté rapidement Marcus, sentant ma réticence. Aider pour les courses, les charges, ce genre de choses. Autant que vous le pouvez, ai-je répété. Tu viens de me dire que tu es au chômage. Nous avons quelques économies, a dit Patricia sur la défensive. Nous sommes pas sans le sou. Mais s'ils avaient des économies, pourquoi ne pouvaient-ils pas louer leur propre appartement? Pourquoi avaient-ils besoin d'emménager spécifiquement chez moi? Toute l'histoire semblait incomplète, comme s'il cachait quelque chose d'important. La voix de mon père avait la finalité d'un marteau de juge. C'est réglé alors. Ils commenceront à déménager leurs affaires le week-end prochain. Patricia a déjà commencé à faire les cartons. La présomption m'a coupé le souffle. Ils avaient si complètement supposé ma coopération qu'ils avaient déjà commencé le processus de déménagement. Je me sentais comme un accusé qui venait d'être condamné sans procès, condamné sans même avoir eu le droit de présenter une défense. Alors que le dîner continuait autour de moi, je suis resté assis dans un silence stupéfait, mangeant mécaniquement le rôti de ma mère pendant que ma famille discutait de logistique. Ils ont discuté de la chambre qui conviendrait le mieux à Tyler et Madison, si mon bureau à domicile pouvait être converti en espace de couchage supplémentaire et comment ils réarrangeraient mes meubles pour accueillir tout le monde. Ils parlaient de ma maison, de mon espace, de ma vie comme si je n'étais pas assis juste là. Comme si mon opinion et mon consentement étaient des détails sans importance à contourner plutôt que des exigences fondamentales pour toute décision concernant ma propriété. Quand je suis finalement rentré chez moi ce soir-là, je suis resté assis dans mon allée pendant 20 minutes, regardant ma maison avec un nouveau regard. Je l'avais achetée après des années d'économie prudente, choisissant l'emplacement pour son quartier calme et l'agencement pour son équilibre parfait d'espace et d'intimité. J'avais peint chaque pièce moi-même, choisi chaque meuble, tout arrangé exactement comme je le voulais. Demain, apparemment, plus rien de tout cela n'aurait d'importance. J'ai passé la semaine qui a suivi ce dîner familial désastreux dans un état d'incrédulité, espérant contre tout espoir que quelqu'un retrouverait la raison. Peut-être que Marcus trouverait un travail. Peut-être que Patricia réaliserait à quel point ils étaient déraisonnables. Peut-être que mes parents reconnaîtraient que forcer la main à leur fils pour loger des personnes supplémentaires dépassait les bornes. Rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, je suis rentré du travail le jeudi pour trouver un camion de déménagement garé dans mon allée. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes alors que je me garais sur le trottoir, incapable d'accéder à mon propre garage. 3 hommes en vêtements de travail transportaient des cartons du camion vers ma porte d'entrée, où Patricia se tenait, dirigeant le trafic comme un général commandant ses troupes. « Attention à ce carton », a-t-elle crié. « C'est ma belle vaisselle. » Je suis sorti de ma voiture sur des jambes tremblantes, mon sac d'ordinateur portable glissant de mon épaule pour pendre de manière inconfortable. La scène semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre imploser au ralenti. « Patricia » ai-je appelé, ma voix plus aiguë que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jeffrey, timing parfait. Nous avons décidé de commencer un peu plus tôt. Ta mère nous a donné la clé de secours qu'elle garde pour les urgences. »
Clé d'urgence? Les mots sont sortis comme un croassement. Ce n'est pas une urgence. Bien sûr que si, a-t-elle dit, son ton suggérant que j'étais délibérément obtus. Nous devons quitter notre location d'ici samedi et attendre le week-end n'avait pas de sens alors qu'on pouvait commencer maintenant. J'ai regardé, impuissant, des étrangers transporter les cartons des affaires de quelqu'un d'autre dans mon sanctuaire. Les déménageurs pensaient clairement qu'ils aidaient une famille à emménager dans leur nouvelle maison, et non qu'ils participaient à ce qui ressemblait de plus en plus à une prise de contrôle hostile. « Où est Marcus ?» ai-je demandé, cherchant mon frère des yeux. « Entretien d'embauche », a répondu Patricia, sans sourciller. Il a enfin eu un retour pour un poste qui pourrait vraiment valoir le coup. Croisons les doigts. La manière désinvolte dont elle l'a mentionné, comme une pensée après coup, m'a rendu méfiant. Si Marcus avait vraiment un entretien d'embauche prometteur, cela ne changerait-il pas toute la chronologie de leur séjour supposément temporaire? J'ai cherché ma clé de maison, ayant besoin d'entrer et d'évaluer les dégâts. Au moment où j'ai franchi ma porte d'entrée, j'ai arrêté de respirer. Mon espace de vie soigneusement aménagé avait été transformé en chaos. Tyler et Madison couraient dans le couloir, leurs cris excités résonnant sur les murs. Des cartons en carton étiquetés, affaires de cuisine, et, jouets d'enfants, étaient empilés partout, bloquant les passages et couvrant toutes les surfaces disponibles. Madison, Tyler, calmez-vous, a appelé Patricia sans conviction avant de se retourner vers les déménageurs. La chambre principale est à l'étage, première porte à droite. Et je prendrai celle-là. Attends, ai-je dit, ma voix se brisant comme celle d'un adolescent. C'est ma chambre. Patricia s'est arrêtée, un sourcil parfaitement manucuré se levant. Jeffrey, sois pratique. Marcus et moi avons besoin de l'espace pour nos vêtements et de la salle de bain attenante pour l'intimité. Tu n'es qu'une seule personne. La chambre d'amis sera parfaite pour toi. La chambre d'amis. Dans ma propre maison, j'étais rétrogradé au statut d'invité. Je suis resté là, sans voix, alors que les déménageurs transportaient un matelas king-size dans mes escaliers, grognant d'effort en le manœuvrant dans le coin vers ma chambre. Ma chambre qui ne serait plus la mienne. N'aie pas l'air si inquiet, a poursuivi Patricia, interprétant mal mon silence stupéfait comme de l'inquiétude plutôt que de l'horreur. Nous prendrons bien soin de tout. J'ai déjà commencé à réorganiser la cuisine pour qu'elle soit plus adaptée à une famille. J'ai titubé vers ma cuisine, redoutant ce que j'allais trouver. La scène qui m'a accueilli était pire que ce que j'avais imaginé. Patricia avait vidé mes placards, jetant la nourriture qu'elle jugeait malsaine et remplaçant mes appareils soigneusement choisis par ses propres préférences. Ma cafetière, un modèle italien coûteux pour lequel j'avais économisé des mois, se trouvait dans un carton étiqueté « Goodwill ». À sa place se trouvait une cafetière à filtre basique qui semblait appartenir à une résidence universitaire. J'ai jeté toute cette nourriture transformée, a expliqué Patricia, me suivant dans la cuisine. Les enfants en pleine croissance ont besoin d'une bonne nutrition. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai aussi tout réarrangé pour que ce soit plus logique. Ton système d'organisation était un peu chaotique. Mon système d'organisation avait été parfait pour mes besoins, développé sur 3 ans de vie en solo, sachant exactement où tout se trouvait. Maintenant, je ne trouvais plus rien. Mon étagère à épices avait été réorganisée par ordre alphabétique au lieu de par fréquence d'utilisation. Mes capsules de café avaient été remplacées par du café moulu générique. Même mes aimants de réfrigérateur, collectionnés lors de divers voyages d'affaires, avaient été enlevés et remplacés par des dessins d'enfants et des rappels de rendez-vous. « Où as-tu mis ma cafetière ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Oh, ce vieux truc, c'était si compliqué, tous ces boutons et réglages. Celle-ci est beaucoup plus simple. Un seul bouton, un café parfait à chaque fois. Le mépris désinvolte pour mes affaires a provoqué une pointe de rage dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une cafetière. C'était un symbole de ma réussite, un rappel quotidien que j'avais travaillé assez dur pour me permettre de belles choses. Elle l'avait jeté comme un déchet sans même demander. Patricia, c'était une machine à 6 cents. Elle a fait un geste de la main dédaigneux. Jeffrey, tu es trop attaché aux choses matérielles. Il s'agit de la famille, pas de gadgets sophistiqués. J'ai entendu des pas dans l'escalier et j'ai levé les yeux pour voir Marcus descendre, arborant un sourire satisfait. Il avait troqué ses vêtements d'entretien pour un jean usé et un t-shirt qui avait connu des jours meilleurs. Comment s'est passé l'entretien, ai-je demandé,
m'accrochant à l'espoir qu'il avait obtenu le poste et que ce cauchemar serait de courte durée. Pas ce que je cherche, a-t-il dit en haussant les épaules. Petite entreprise, potentiel de croissance limité. Je peux faire mieux. Mon cœur s'est serré. Marcus venait de refuser un emploi tout en emménageant avec sa famille chez moi. L'arrogance était stupéfiante. La chambre principale est parfaite, a-t-il poursuivi, inconscient de ma détresse croissante. Ce dressing sera génial pour les vêtements de Patricia et la salle de bain attenante signifie que nous n'aurons pas à la partager avec les enfants. Marcus, c'est censé être temporaire, ai-je dit désespérément. Si tu refuses des emplois, à quel point cela peut-il vraiment être temporaire? Il m'a tapé sur l'épaule avec une fausse camaraderie. Ne t'inquiète pas petit frère, je suis stratégique. Mieux vaut attendre la bonne opportunité que de se contenter de quelque chose en dessous de mes qualifications. Quelques mois ici pendant que je développe mon réseau correctement et je décrocherai quelque chose de vraiment valable. Quelques mois. La chronologie ne cessait de s'allonger et nous n'avions même pas terminé le premier jour. J'ai regardé Patricia diriger le placement de leurs meubles dans mon salon, déplaçant mon canapé pour faire de la place à leurs meubles télé et leurs tables basses. Mon décor soigneusement choisi était mis de côté pour accommoder leurs préférences. Maman, où est-ce que ça va? Madison est apparue, portant une grande photo encadrée du mariage de Marcus et Patricia. Sur la cheminée, ma chérie, enlève d'abord cette photo de paysage ennuyeuse. Ma photo de paysage ennuyeuse était une aquarelle originale que j'avais commandée à un artiste local, représentant la vue depuis mon sentier de randonnée préféré. J'avais économisé des mois pour me la payer et elle avait une profonde signification personnelle. Maintenant, elle était posée contre le mur, remplacée par les souvenirs de quelqu'un d'autre. Les enfants traitaient ma maison comme un terrain de jeu, courant de pièce en pièce sans surveillance. Tyler a découvert ma console de jeu et a immédiatement commencé à sortir les manettes et les jeux du meuble télé, éparpillant tout sur le sol. Quand j'ai commencé à dire quelque chose, Patricia m'a coupé la parole. Les garçons seront toujours des garçons, a-t-elle dit en riant. Ne sois pas si inquiet, Jeffrey. Les enfants ont besoin d'espace pour être des enfants. Mais c'était mon espace, rempli d'appareils électroniques coûteux et d'objets personnels irremplaçables. Je n'étais pas équipé pour les enfants, je n'avais pas de protection pour enfants et je n'avais certainement pas consenti à devenir babysitter dans ma propre maison. Alors que la soirée approchait, la réalité de ma nouvelle situation de vie est devenue indéniable. Les déménageurs ont fini de décharger et m'ont laissé une facture pour leur service, supposant apparemment que j'étais responsable des coûts. Marcus et Patricia ont disparu à l'étage pour s'installer dans mon ancienne chambre, me laissant avec leurs enfants et une maison que je ne reconnaissais plus. Je me tenais dans mon salon, entouré de cartons et de meubles étrangers, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Tout ce qui était familier avait été déplacé, remplacé ou jeté. Même l'odeur était différente. Une combinaison de déterge à lessive inconnue et du parfum de Patricia qui semblait imprégner chaque pièce. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Comment se passe la première journée? Je suis sûr que vous vous entendez tous à merveille, si fier de toi pour avoir pris tes responsabilités. J'ai regardé le message, incapable de formuler une réponse. Comment pouvais-je expliquer que prendre mes responsabilités ressemblait étrangement à se faire piétiner? Que aider la famille commençait à ressembler à me perdre entièrement. À l'étage, j'entendais la douche couler dans mon ancienne salle de bain, la voix de Patricia traversant les murs alors qu'elle expliquait à Marcus où elle avait mis ses vêtements dans mon ancien placard. Les enfants avaient pris possession du salon, des dessins animés hurlant de ma télévision pendant qu'ils mangeaient des encas qui laissaient des miettes sur mes meubles. Je me suis retiré dans la chambre d'amis, la plus petite chambre de la maison qui était maintenant censée être la mienne. Mes vêtements pendaient maladroitement dans le placard étroit et mes objets personnels semblaient étrangers sur la commode inconnue. À travers les murs fins, je pouvais entendre chaque son de la chambre principale où Marcus et Patricia discutaient de leur projet de redécoration. Alors que j'étais allongé dans le lit d'invité cette nuit-là, fixant le plafond de ma propre maison où j'étais maintenant un invité, j'ai réalisé que l'invasion ne faisait que commencer. Ce n'était pas une aide temporaire pendant une période difficile. C'était une prise de contrôle complète déguisée en aide familiale. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais laissé cela se produire sans tirer un seul coup pour ma propre défense. Le vendredi matin est arrivé avec le son d'enfants se disputant et la voix de Patricia s'élevant au-dessus du chaos, dirigeant les préparatifs du petit déjeuner dans ma cuisine. Je suis sorti en titubant de la chambre d'amis, désorienté dans ma propre maison,
suivant l'odeur du bacon et le cliquetis de la vaisselle que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, Jeffrey », a gazouillé joyeusement Patricia, debout devant ma cuisinière, portant un tablier fleuri sur son pyjama en soie. « J'espère que tu as bien dormi. J'ai préparé le petit déjeuner pour tout le monde. » La cuisine ne ressemblait en rien à l'espace organisé que j'avais entretenu pendant 3 ans. La vaisselle sale débordait de l'évier. Des taches collantes couvraient les comptoirs. Des aliments inconnus encombraient toutes les surfaces. Patricia avait apparemment décidé que cuisiner pour 6 personnes nécessitait d'utiliser chaque casserole, assiette et ustensile de la maison simultanément. D'habitude, je prends juste un café et un toast, ai-je marmonné en tendant la main vers le placard où je gardais mes tasses à café. Oh, celles-là sont parties, a dit Patricia d'un ton neutre. Je les ai rangées car elles n'allaient pas avec ma vaisselle. Nous utilisons la belle porcelaine maintenant que nous vivons tous ensemble. Les repas de famille devraient être spéciaux. Sa belle porcelaine s'est avérée être un motif floral élaboré qui nécessitait un lavage à la main et une manipulation soigneuse. Je me tenais là, tenant une tasse délicate qui coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire, ayant peur de boire dedans et peur de la poser. Tyler est passé en courant devant moi, portant un morceau de bacon, poursuivant Madison qui criait de rire en courant dans la maison. Ses doigts collants laissaient des marques sur mes murs et leurs pieds nus traçaient des taches mystérieuses sur mes parquets. Tyler, Madison, calmez-vous, a appelé Patricia sans réelle autorité. Jeffrey n'est pas encore habitué aux enfants. Nous devons l'initier en douceur à la vie de famille. L'expression « vie de famille » m'a frappé comme de l'eau froide. Je n'avais pas signé pour la vie de famille. J'avais acheté cette maison spécifiquement pour la solitude, le calme et la liberté de vivre exactement comme je le choisissais. Maintenant, j'étais apparemment inscrit à une sorte de camp d'entraînement domestique sans mon consentement. Marcus est apparu en bas de l'escalier, déjà vêtu d'un costume d'affaires qui avait l'air cher malgré son statut de chômeur. « Bonjour Jeffrey. »« Patricia, as-tu repassé ma chemise pour l'entretien ?»« Un autre entretien, ai-je demandé, l'espoir renaissant dans ma poitrine. »« Poste de directeur régional dans une société de conseil, » a répondu Marcus en ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. « Bien plus approprié pour quelqu'un avec mon expérience. »« C'est merveilleux, » ai-je dit, le pensant sincèrement. « Quand commences-tu si tu l'obtiens ?» Marcus a ri comme si j'avais fait une blague. « Jeffrey, ces choses prennent du temps. Processus d'entretien, vérification des antécédents, négociation salariale. Même s'il m'offre le poste, je ne commencerai pas avant au moins 1 mois. Probablement plus longtemps. Mon cœur s'est de nouveau serré. Même dans le meilleur des cas, je devais m'attendre à des semaines supplémentaires de ce chaos. Et cela supposait que Marcus voulait réellement le poste, ce que son bilan suggérait être loin d'être garanti. Après le départ de Marcus pour son entretien, Patricia a annoncé ses plans pour la journée. J'ai invité quelques-unes de mes amies mamans cet après-midi pour un café. Je veux leur montrer notre nouvelle maison et te les présenter. Tes amies mamans ? Ai-je répété faiblement. De l'école des enfants. Nous nous réunissons régulièrement, mais mon ancien appartement était trop petit pour recevoir. Cette maison est parfaite pour accueillir. La présomption m'a coupé le souffle. Patricia prévoyait de recevoir des étrangers chez moi, le traitant comme son lieu de réception personnel. Quand j'ai commencé à protester, elle m'a coupé la parole avec une technique de manipulation rodée que je commençais à reconnaître. Jeffrey, ces femmes traversent des divorces, des pertes d'emploi, toutes sortes de stress. Elles ont besoin d'amitié et de soutien. Tu ne voudrais sûrement pas que j'annule. Elles sont si excitées de rencontrer le généreux frère de Marcus. Le chantage affectif a parfaitement fonctionné, comme Patricia le savait. Comment pouvais-je m'opposer à aider des femmes stressées sans paraître sans cœur ? Elle avait présenté son rassemblement social comme une œuvre de charité, faisant paraître tout refus égoïste et cruel. Je suis allé travailler en me sentant comme un réfugié de ma propre vie, mais au moins le bureau offrait 8 heures de normalité. Mes collègues ont remarqué ma distraction pendant les réunions du matin, et ma productivité en a souffert car je me demandais constamment quel nouveau changement m'attendait à la maison. Vers midi, mon téléphone a vibré avec des notifications de mon application de sécurité domestique. J'avais installé des caméras plusieurs mois auparavant après une vague de vols de colis dans le quartier, mais je les avais oubliés pendant le chaos de l'invasion. Maintenant, je regardais en temps réel Patricia se déplacer librement dans ma maison, réarrangeant les meubles et décorant pour sa fête.
Elle avait déplacé mon fauteuil de lecture au sous-sol et l'avait remplacé par une causeuse de leur ancien appartement. Ma table basse, une pièce en chêne massif pour laquelle j'avais passé des semaines à chercher, avait été poussée contre le mur pour faire de la place à sa monstruosité en verre et chrome. Même ma collection de livres avait été mise en carton et remplacée par les romans d'amour et les magazines parentaux de Patricia, mais les images de sécurité ont révélé quelque chose de plus troublant que la décoration intérieure. Patricia fouillait dans mes affaires personnelles, ouvrant les tiroirs et les placards avec la familiarité désinvolte de quelqu'un qui se considérait comme la maîtresse de maison. Elle a examiné mon courrier, photographié des documents de mon bureau à domicile, et a même essayé certains de mes vêtements, vérifiant apparemment les tailles. J'ai regardé avec une fascination horrifiée comment elle ouvrait le tiroir de ma commode et sortait mes papiers personnels, photographiant mes relevés bancaires et mes déclarations de revenus avec son téléphone. La violation semblait obscène, comme regarder quelqu'un fouiller dans mon tiroir à sous-vêtements en le diffusant en direct. Quand je suis rentré précipitamment pendant ma pause déjeuner, j'ai trouvé ma maison transformée en un lieu de rassemblement social que je ne reconnaissais pas. Patricia avait allumé des bougies parfumées qui me faisaient pleurer les yeux, réarrangé tous mes meubles pour créer des zones de conversation, et installé un buffet élaboré de rafraîchissement en utilisant ma vaisselle et mes plats de service. « Jeffrey » a-t-elle appelé vivement en me voyant franchir la porte. « Timing parfait, je veux que tu rencontres mes amis. » 3 femmes étaient assises dans mon salon, parfaitement à l'aise, buvant du café dans mes bonnes tasses et mangeant des pâtisseries dans mes assiettes en porcelaine. Elles ont souri chaleureusement lorsque Patricia m'a présenté, ayant clairement entendu des histoires flatteuses sur ma générosité et mon dévouement familial. « Jeffrey, cette maison est absolument magnifique », s'est exclamée une femme blonde nommée Carole. Patricia a tellement de chance d'avoir un beau-frère aussi merveilleux. La cuisine est un rêve, a ajouté une autre femme dont j'ai manqué le nom dans mon état de stupeur. Je n'arrive pas à croire que tu les laisses vivre ici sans loyer. Mon frère ne me donnerait pas un verre d'eau si j'étais en train de mourir de soif. Patricia rayonnait de ses louanges, acceptant le crédit de ma générosité comme si accueillir ces femmes chez moi était son droit plutôt que sa présomption. Elle leur a fait visiter la maison, soulignant les caractéristiques et les améliorations qu'elle prévoyait de faire, parlant de ma propriété comme si elle lui appartenait. Nous pensons ajouter une terrasse à côté de la chambre principale, leur a-t-elle dit alors qu'elle se regroupait autour de mon îlot de cuisine. Jeffrey a été si encourageant pour toutes nos idées. Je suis resté figé dans l'embrasure de ma propre porte, écoutant Patricia faire des projets pour modifier ma maison sans me consulter. Quand les femmes sont finalement parties, elles ont serré Patricia dans leurs bras et m'ont remercié profusément pour mon hospitalité, comme si j'avais participé à la planification de leur visite au lieu de la découvrir en cours. Ça s'est merveilleusement bien passé, a dit Patricia en commençant à nettoyer le désordre considérable. Carole a mentionné que son ex-mari est dans la construction. Si nous décidons d'aller de l'avant avec le projet de terrasse, elle pourrait peut-être nous obtenir une réduction. Patricia, ai-je dit prudemment, c'est toujours ma maison. Toute modification nécessite mon approbation. Elle a ri comme si j'avais fait une autre blague. Bien sûr Jeffrey, nous sommes tous une famille ici. Ce que nous faisons profite à tout le monde. Ce soir-là, Marcus est rentré de son entretien de mauvaise humeur. Perte de temps, a-t-il annoncé en jetant sa cravate sur mon fauteuil de lecture. Il voulait quelqu'un qui commence immédiatement, travaille le week-end, voyage constamment, des attentes complètement irréalistes. T'ont-ils offert le poste, ai-je demandé. Je n'ai pas attendu de le savoir. S'ils vont faire des demandes déraisonnables pendant le processus d'entretien, imagine ce que ce serait d'y travailler. Mon dernier espoir d'une résolution rapide s'est évaporé. Marcus avait tourné le dos à une autre opportunité d'emploi, préférant apparemment le chômage à l'acceptation d'un travail qui ne répondait pas à ses normes gonflées. Je commençais à comprendre que sa recherche d'emploi était performative, conçue pour justifier sa présence dans ma maison tout en évitant un emploi réel. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit d'invité, écoutant ma maison s'installer autour de ses nouveaux occupants. La voix de Patricia traversait les murs alors qu'elle passait des appels téléphoniques, discutant de plans et de projets qui impliquaient ma propriété. Le ronflement de Marcus faisait vibrer les fenêtres et les conversations chuchotées des enfants suggéraient qu'ils étaient loin de dormir malgré les affirmations de Patricia selon lesquelles ils étaient couchés pour la nuit. Ma maison était devenue méconnaissable, remplie d'étrangers qui traitaient mon hospitalité comme un droit et ma générosité comme un acquis. L'arrangement temporaire semblait de plus en plus permanent, et je commençais à réaliser que Marcus et Patricia n'avaient jamais eu l'intention de partir. Ils avaient trouvé une situation confortable sans loyer, sans responsabilité, et un autre trop poli pour imposer des limites.
J'étais piégé dans ma propre maison, prisonnier des attentes de ma famille et de ma propre incapacité à dire non aux gens que j'aimais. Mais alors que j'étais allongé là dans l'obscurité, entouré par les bruits de mes invités indésirables, j'ai commencé à me demander si l'amour était vraiment ce à quoi j'avais affaire. Le samedi matin a apporté une nouvelle horreur, l'annonce de Patricia qu'elle avait inscrit Tyler et Madison à l'école primaire locale en utilisant mon adresse. Elle a fait cette révélation au petit déjeuner aussi nonchalamment que si elle parlait de la météo, s'attendant apparemment à ce que je la félicite pour son initiative. C'est un bien meilleur district que leur ancienne école, a-t-elle expliqué en beurrant un toast avec ma bonne argenterie. Les résultats au test sont exceptionnels et ils ont un excellent programme de musique. Les enfants sont si excités par leur nouveau départ. Tu les as inscrits à l'école? Ai-je demandé, ma voix plus aiguë que d'habitude. En utilisant mon adresse? Eh bien, nous vivons ici maintenant, a répondu Patricia avec une logique parfaite. Ils doivent bien aller quelque part et ce district a de bien meilleures ressources. La conseillère a été si compréhensive au sujet de leur situation familiale. Elle a même accéléré leur inscription quand j'ai expliqué comment tu nous avais généreusement accueillis pendant notre période difficile. Les implications m'ont submergé comme de l'eau glacée. L'inscription politique n'était pas seulement une question d'éducation, c'était une question d'établissement de résidence. Patricia venait de créer une documentation officielle attestant que la famille de Marcus vivait à mon adresse, leur donnant un statut légal qui serait beaucoup plus difficile à contester. Patricia, tu aurais dû me demander d'abord. Cela crée des complications avec les impôts fonciers, l'inscription sur les listes électorales, toutes sortes de problèmes juridiques. Elle a fait un geste de la main dédaigneux. Jeffrey, tu t'inquiètes trop de la paperasse. L'important est que Tyler et Madison reçoivent l'éducation qu'ils méritent. N'est-ce pas ce qui compte? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait le numéro de ma mère, ce qui signifiait généralement soit de bonnes nouvelles, soit de sérieux ennuis. Compte tenu des événements récents, je soupçonnais le dernier. Jeffrey, la voix de ma mère crépitait dans le haut-parleur. Je viens de raccrocher avec Madame Henderson de l'église. Elle a dit que Patricia avait mentionné que tu pourrais bientôt te marier. Avec qui? Le monde a basculé. Quoi maman? Je ne me marie avec personne. Eh bien, c'est étrange. Madame Henderson était très précise. Elle a dit que Patricia avait mentionné que tu avais trouvé quelqu'un de spécial et que tu pourrais bientôt faire ta demande. Elle se renseignait sur la disponibilité de l'église pour des mariages au printemps prochain. J'ai regardé Patricia de l'autre côté de la table du petit déjeuner, qui évitait soigneusement mon regard tout en aidant Madison avec ses céréales. Maman, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne sors avec personne, et encore moins ne prévois un mariage. Tu es sûr? Patricia semblait assez confiante. Peut-être que tu es modeste au sujet de ta vie amoureuse. Après avoir raccroché, j'ai confronté Patricia directement. Pourquoi les gens de l'église posent-ils des questions sur mes projets de mariage? Les joues de Patricia sont devenues roses, mais sa voix est restée stable. J'ai peut-être mentionné que tu voyais quelqu'un. Les gens posaient tellement de questions sur la raison pour laquelle un homme aussi beau et réussi était encore célibataire. Je ne voulais pas qu'ils pensent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec toi. Alors tu as inventé une petite amie et des projets de mariage. J'ai juste dit que tu étais discret sur ta vie personnelle mais que tu semblais heureux dernièrement. Si les gens ont tiré leurs propres conclusions, ce n'est guère de ma faute. Le mensonge était si époustouflant dans son audace que je suis resté sans voix. Patricia avait créé un récit entièrement fictif sur ma vie amoureuse pour satisfaire les commères de l'église, apparemment sans considérer comment cela compliquerait mes relations réelles ou ma position sociale. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un SMS de ma sœur Jessica. Maman m'a parlé de ta petite amie secrète. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais sérieux avec quelqu'un? J'ai hâte de la rencontrer. J'étais noyé dans des mensonges que je n'avais pas racontés, piégé dans des histoires que Patricia avait inventées sans ma connaissance ou mon consentement. Chaque conversation avec ma famille nécessiterait désormais de naviguer autour d'une relation fictive dont je ne savais rien. Cet après-midi-là, pendant que Patricia emmenait les enfants explorer leur nouveau terrain de jeu scolaire, j'ai décidé d'enquêter sur la liste croissante d'incohérences dans l'histoire de Marcus et Patricia. Leur situation financière, leur historique professionnel, leur calendrier de déménagement, tout semblait délibérément vague et contradictoire. J'ai commencé par des recherches de base sur Internet, en cherchant l'ancien employeur de Marcus et les circonstances de son départ.
Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Le cabinet comptable n'avait pas simplement licencié Marcus en raison de coupes budgétaires. Il l'avait renvoyé pour falsification de notes de frais et soupçons de détournement de fonds. L'entreprise enquêtait sur des fonds manquants depuis des mois avant de le licencier. Les archives des nouvelles locales ont révélé des détails plus troublants. Patricia avait été interrogée par la police dans le cadre d'une enquête pour fraude en cours, bien qu'aucune accusation n'ait encore été déposée. La chronologie suggérait que son licenciement était beaucoup plus grave qu'une simple réduction d'effectifs. J'ai ensuite cherché l'historique d'emploi de Patricia, me souvenant de ses vagues références au fait de rester à la maison avec les enfants. Selon la base de données du département de l'éducation de l'État, Patricia avait été enseignante remplaçante jusqu'à ce que sa certification soit révoquée pour conduite inappropriée. Les détails étaient scellés en raison de l'implication de mineurs, mais la révocation était permanente et à l'échelle de l'État. Mes mains tremblaient alors que je compilais les preuves que mon frère et ma belle-sœur n'étaient pas simplement temporairement malchanceux. Ils étaient potentiellement des criminels fuyant les conséquences dans leur ville précédente, utilisant ma maison comme refuge pendant qu'ils planifiaient leur prochain coup. J'ai appelé l'ancien collègue de Marcus, un homme nommé David, qui avait travaillé en étroite collaboration avec lui pendant plusieurs années. Après quelques petites discussions maladroites, David a confirmé mes pires craintes. Jeffrey, je suis désolé d'être celui qui te l'apprend, mais Marcus volait sur les comptes des clients depuis plus d'1 an. L'audit a révélé près de 50 000 $ de transactions frauduleuses. La seule raison pour laquelle il n'a pas été arrêté, c'est qu'il a remboursé la majeure partie de l'argent quand ils l'ont confronté. La majeure partie de l'argent ? Ai-je demandé faiblement. Il manque encore environ 15 000 $. L'entreprise a décidé de ne pas porter plainte s'il restituait les fonds, mais il n'a jamais terminé les paiements. On dit qu'ils envisagent de transmettre l'affaire au procureur du district. J'ai raccroché, le cœur au bord des lèvres. Marcus n'était pas seulement au chômage, il était un voleur se cachant de poursuites pénales, et je lui avais fourni un sanctuaire sans le savoir, me rendant complice de sa fuite de la justice. Mes caméras de sécurité avaient tout enregistré depuis leur emménagement, et j'ai commencé à examiner les images plus attentivement. Ce que j'ai trouvé était pire que du simple espionnage. C'était une collecte de renseignements systématique. Patricia avait photographié mes documents financiers, copié des informations de mon ordinateur, et même fouillé dans mes papiers personnels à la recherche de données sensibles. Mais la découverte la plus troublante est venue des enregistrements audio que mon système de sécurité avait capturés. Tard dans la nuit, quand ils pensaient que je dormais, Marcus et Patricia discutaient de plans qui n'avaient rien à voir avec la recherche d'un emploi ou un déménagement. Son crédit est parfait, chuchotait la voix de Patricia dans mes haut-parleurs. Aucune dette, excellent historique de paiement, économie substantielle. Nous pourrions ouvrir des comptes à son nom, et il ne le saurait jamais avant l'arrivée des factures. Trop risqué, a répondu Marcus. Mieux vaut d'abord établir la résidence, faire installer les enfants à l'école, lui rendre plus difficile de nous expulser. Une fois que nous aurons un statut légal, nous pourrons passer à la phase 2. Ils avaient un plan en plusieurs étapes pour exploiter mon hospitalité, et j'étais apparemment trop naïf pour le reconnaître. J'ai écouté avec une horreur croissante alors qu'ils discutaient de falsifier ma signature sur des documents, d'utiliser mon adresse pour demander des crédits, et finalement de revendiquer des droits de locataires qui rendraient leur expulsion légalement compliquée. Il est si confiant, a poursuivi Patricia, il ne vérifie même pas son courrier attentivement. J'ai intercepté tout ce qui avait l'air officiel. Relevés bancaires, documents fiscaux, papiers d'assurance, il n'a aucune idée de ce à quoi nous avons accès. Le truc du frère fonctionne parfaitement, a ajouté Marcus. Il n'arrive pas à se résoudre à soupçonner sa famille de méfaits graves. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, nous serons trop bien établis pour être facilement expulsés. J'étais assis dans ma voiture sur le parking du bureau, écoutant les enregistrements de ma propre famille prévoyant de détruire ma vie financière. Les personnes en qui j'avais confiance avec ma maison, mon intimité, ma générosité, complotaient activement pour voler mon identité et ruiner mon crédit. Mais le pire était encore à venir. En parcourant des enregistrements plus récents, j'ai trouvé des conversations qui m'ont glacé le sang. S'il devient méfiant ou commence à poser trop de questions, la voix de Patricia flottait dans les haut-parleurs de ma voiture, nous pourrions avoir besoin de le discréditer. Le faire passer pour instable, peu fiable. J'ai documenté son comportement, pris des photos quand il a l'air stressé ou confus. Quel genre de documentation, a demandé Marcus. Problèmes médicaux? Problèmes de mémoire? Humeurs erratiques?
Le genre de choses qui ferait que les gens remettraient en question son jugement s'il commençait à porter des accusations contre nous. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il se préparait à me manipuler pour me faire paraître mentalement instable si j'essayais de les exposer. J'avais affaire à des escrocs sophistiqués qui m'avaient ciblé spécifiquement en raison de mon lien familial et de ma réticence à soupçonner les gens que j'aimais. Je suis rentré chez moi ce soir-là, sachant que ma vie était en danger immédiat, non pas de violence physique, mais d'un assassinat de caractère systématique, conçu pour détruire ma crédibilité avant que je puisse me défendre. Marcus et Patricia avaient transformé ma propre gentillesse en une arme et ils se préparaient à l'utiliser contre moi avec une précision chirurgicale. L'invasion de ma maison n'avait été que le début. Ils prévoyaient de voler mon identité, de détruire ma réputation, et de me laisser financièrement ruiner tout en prétendant être les victimes de ma prétendue instabilité mentale. Je suis entré dans mon allée, regardant ma maison avec un nouveau regard. Ce n'était plus un sanctuaire. C'était une scène de crime en cours. Et j'étais la victime désignée, trop confiante et trop naïve pour me protéger des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Le dimanche matin est arrivé avec une annonce qui m'a rempli d'une terreur froide. Patricia m'a informé au petit déjeuner qu'elle avait offert des services de garde d'enfants à d'autres familles du quartier, transformant ma maison en une garderie non agréée sans ma connaissance ou mon consentement. C'est juste un revenu temporaire pendant que Marcus cherche un emploi, a-t-elle expliqué en essuyant des empreintes de doigts collantes sur mon comptoir de cuisine. Madame Chen de la rue d'en bas a besoin de quelqu'un pour garder ses jumeaux pendant la journée et la famille Patel cherche une garde après l'école. Le bouche-à-oreille se répand déjà sur ma disponibilité. Patricia, tu ne peux pas gérer une entreprise depuis ma maison, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Je ne suis pas autorisé pour des activités commerciales et mon assurance habitation ne couvre pas les opérations commerciales. Jeffrey, tu t'inquiètes trop des détails techniques, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux. J'aide juste les voisins avec leurs enfants tout en gagnant quelques dollars. Ce n'est pas comme si je dirigeais une usine. Mais je savais, d'après mes recherches de la veille, que la certification d'enseignement de Patricia avait été révoquée pour conduite inappropriée impliquant des mineurs. L'idée qu'elle s'occupe des enfants d'autres personnes dans ma maison tout en cachant son passé professionnel était terrifiante. De plus, a ajouté Marcus en apparaissant en bas de l'escalier en pyjama froissé, le revenu supplémentaire nous aide à contribuer aux dépenses du ménage. Je pensais que tu serais content que nous trouvions des moyens d'aider avec les coûts. La logique tordue me faisait tourner la tête. Ils utilisaient ma maison pour générer des revenus sans ma permission, puis le présentaient comme une faveur envers moi. La manipulation était devenue si sophistiquée que je me demandais depuis combien de temps ils planifiaient cette escroquerie. Je me suis excusé et me suis retiré dans ma chambre, qui n'était plus ma chambre, pour passer quelques appels urgents. D'abord, j'ai contacté ma compagnie d'assurance habitation pour comprendre ma responsabilité si quelqu'un était blessé lors d'activités de garde d'enfants non officielles sur ma propriété. L'explication de l'agent m'a glacé le sang. Jeffrey, exploiter une garderie non agréée annulerait entièrement votre couverture. Si un enfant était blessé sur votre propriété lors d'activités de garde d'enfants commerciales, vous pourriez être personnellement responsable des frais médicaux, des frais de justice et des dommages et intérêts. Nous parlons potentiellement de centaines de milliers de dollars d'exposition. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocate, une femme vive nommée Sarah Martinez, qui s'était occupée de l'achat de ma maison. Après avoir expliqué la situation, elle a confirmé mes pires craintes. Jeffrey, vous devez tout documenter et les faire sortir de votre maison immédiatement. Plus ils établissent leur résidence, plus cela devient légalement difficile. S'ils reçoivent du courrier à votre adresse, inscrivent des enfants dans les écoles locales et exploitent des entreprises depuis la propriété, ils peuvent revendiquer des droits de locataire même sans bail. Quel genre de droit de locataire, ai-je demandé, bien que je redoute la réponse. En Illinois, toute personne pouvant prouver qu'elle vit quelque part depuis plus de 30 jours a le droit à une procédure d'expulsion formelle. Cela signifie que vous devriez déposer des documents judiciaires, attendre des audiences, prouver qu'ils ne sont pas des locataires légitimes. Le processus peut prendre des mois, même avec une documentation parfaite. Le temps me manquait. Marcus et Patricia établissaient systématiquement des points d'ancrage légaux qui rendraient leur expulsion de plus en plus difficile. Chaque jour d'attente était un jour de plus où ils pouvaient revendiquer un enracinement plus profond dans ma propriété. Cet après-midi-là, pendant que Patricia rencontrait des clients potentiels pour la garde d'enfants dans mon salon, j'ai adopté une approche différente. J'ai appelé un détective privé recommandé par mon avocate,
un ancien détective de police nommé James Morrison, spécialisé dans les cas de fraude. Monsieur Jeffrey, a dit Morrison après que j'ai expliqué la situation. Ce que vous décrivez ressemble à une exploitation familiale organisée, peut-être dans le cadre d'un schéma plus large. Ces gens sont des professionnels. Laissez-moi faire quelques recherches et je vous recontacterai. Morrison m'a rappelé quelques heures plus tard, avec des informations qui m'ont glacé le sang. Marcus et Patricia avaient fui Phoenix 18 mois plus tôt après avoir monté une arnaque similaire sur l'oncle âgé de Patricia. Ils s'étaient installés chez lui sous prétexte de lui fournir des soins, puis avaient systématiquement vidé ses comptes bancaires et falsifié sa signature sur des documents de prêt. Quand l'oncle a essayé de les expulser, ils ont prétendu qu'il souffrait de démence et ont demandé sa mise sous tutelle. L'oncle est mort avant que l'affaire ne soit résolue, a poursuivi Morrison. Crise cardiaque, possiblement provoquée par le stress. Marcus et Patricia ont hérité de la maison parce qu'ils l'avaient convaincu de changer son testament. La famille soupçonne un acte criminel, mais il n'y avait pas assez de preuves pour des accusations criminelles. Ils ont tué quelqu'un, ai-je chuchoté. Ils ont certainement contribué à sa mort par des abus financiers et émotionnels. Le schéma est clair. Ils ciblent des membres de la famille confiants, établissent leur résidence, puis détruisent systématiquement la vie de leurs victimes tout en prétendant être des soignants ou des dépendants. J'ai écouté avec horreur Morrison décrire des cas supplémentaires dans 3 États différents. Marcus et Patricia étaient des prédateurs familiaux en série, se déplaçant de victime en victime et laissant la ruine financière dans leur sillage. Je n'étais pas leur première cible. J'étais juste leur plus récente victime. La bonne nouvelle, a poursuivi Morrison, c'est que vous vous en êtes rendu compte tôt. La plupart des victimes ne réalisent ce qui se passe que lorsqu'elles ont été complètement dépouillées. Vous avez encore le temps de vous protéger, mais vous devez agir vite. Morrison a esquissé un plan qui me donnerait les preuves dont j'avais besoin pour les exposer tout en me protégeant de leurs représailles inévitables. La première étape consistait à installer des caméras cachées supplémentaires dans toute ma maison pour documenter leurs activités. La seconde était de prétendre être de plus en plus mal en point, me faisant paraître vulnérable tout en rassemblant secrètement les preuves de leurs crimes. Il prévoit déjà de vous discréditer, a expliqué Morrison. J'ai entendu les enregistrements que vous avez envoyés. Si vous commencez soudainement à agir de manière suspecte ou conflictuelle, ils accéléreront leur calendrier et prétendront que vous faites une dépression nerveuse. Mieux vaut leur laisser penser que leur plan fonctionne pendant que vous constituez un dossier en béton. Ce soir-là, j'ai commencé ma performance. Je me suis plaint de maux de tête, j'ai oublié des choses simples, et j'ai agi de manière confuse au sujet de conversations qui avaient eu lieu plus tôt. Marcus et Patricia ont échangé des regards significatifs, clairement satisfaits que leur manipulation psychologique prenne effet. Jeffrey, tu as l'air fatigué ces derniers temps, a dit Patricia avec une fausse inquiétude. Peut-être que tu devrais voir un médecin. Le stress peut causer toutes sortes de problèmes. Je vais bien, ai-je marmonné, jouant le rôle de quelqu'un qui nie sa santé mentale déclinante. Juste occupé au travail. Tu as oublié de prendre tes vitamines ce matin, a-t-elle poursuivi, me montrant un pilulier que je n'avais jamais vu auparavant. Et tu as laissé la cafetière allumée toute la nuit hier. Des petites choses comme ça peuvent être des signes avant-coureurs. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Patricia avait documenté ces prétendus incidents, créant une trace écrite de mes supposés problèmes de mémoire. Les vitamines étaient probablement un placebo ou quelque chose de pire, conçu pour me faire réellement sentir mal. Chaque symptôme qu'elle mentionnait était soit fabriqué, soit causé par leur sabotage. Au cours des jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection, pendant que l'équipe de Morrison rassemblait des preuves supplémentaires. Nous avons découvert que Marcus et Patricia étaient recherchés pour interrogatoire dans le cadre de plusieurs affaires d'exploitation de personnes âgées à travers le pays. Leur schéma était toujours le même, cibler des membres de la famille vulnérable, établir leur résidence, puis vider systématiquement leurs ressources tout en prétendant fournir des soins. La révélation la plus troublante est venue lorsque Morrison a retracé leur historique financier. Ils n'avaient aucune source de revenus légitime et n'avaient pas payé d'impôts depuis plus de 3 ans. Au lieu de cela, ils se déplaçaient de victime en victime, vivant de la fraude et du vol d'identité tout en gardant une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Ma maison n'était pas seulement un abri temporaire. C'était leur base d'opération pour étendre leur entreprise criminelle. Ils gèrent probablement plusieurs escroqueries simultanément, a expliqué Morrison lors d'une de nos réunions secrètes. Fraude à la carte de crédit, fraude à l'assurance, vol d'identité.
votre maison leur donne une adresse stable pour recevoir des documents frauduleux et établir leur crédibilité auprès de nouvelles victimes. J'hébergeais des fugitifs sans le savoir et ma gentillesse m'avait rendu complice de crimes que je ne pouvais même pas imaginer. Mais Morrison m'a assuré que ma coopération avec l'enquête me protégerait des poursuites tout en aidant à constituer des dossiers contre Marcus et Patricia. Nous nous coordonnons avec les enquêteurs fédéraux, a-t-il dit. Ce n'est plus seulement de la fraude locale. Ils ont traversé les frontières des États à plusieurs reprises, utilisé les systèmes postaux pour la fraude et ciblé des victimes âgées. Cela en fait une juridiction fédérale, avec de lourdes peines de prison. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant Marcus et Patricia discuter de leur plan à travers les microphones cachés, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner, détruisant systématiquement ma vie pendant que je restais inconscient de leur machination. Mais ils n'avaient aucune idée que chaque mot, chaque action, chaque crime était documenté par des professionnels spécialisés dans la capture de prédateurs exactement comme eux. Leur confiance deviendrait leur chute, et ma vulnérabilité apparente était en fait l'appât d'un piège qu'ils ne verraient jamais venir. Le jeu était en train de changer, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'étais plus la victime impuissante. L'opportunité que j'attendais est arrivée un jeudi matin lorsque Patricia a annoncé qu'elle devait emmener Tyler à un rendez-vous chez le médecin dans leur ancienne ville. Elle a prétendu que c'était un spécialiste qui connaissait son histoire médicale, mais je soupçonnais qu'elle prévoyait de régler des affaires inachevées de leur précédente escroquerie. Nous serons partis toute la journée, m'a-t-elle dit au petit déjeuner. Sa voix portait cette fausse douceur que j'avais appris à reconnaître comme un signe d'avertissement. Madison à l'école et Marcus a un entretien prometteur de prévu. Tu auras un peu de paix et de tranquillité pour une fois. C'était parfait. Morrison et son équipe attendaient une opportunité où Marcus et Patricia seraient séparés, rendant leur communication moins coordonnée. Avec Patricia partie, Marcus serait plus susceptible de faire des erreurs ou de révéler des informations qu'il gardait habituellement cachées. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail, prétextant les mêmes maux de tête mystérieux qui faisaient partie de ma performance depuis la semaine précédente. Patricia a semblé satisfaite de ce développement, notant avec une fausse sympathie que mon état s'était aggravé récemment. Peut-être que tu devrais prendre rendez-vous chez le médecin aussi, a-t-elle suggéré. Ces épisodes que tu as sont inquiétants. Lapsus de mémoire, confusion, saute d'humeur. Ce n'est probablement rien de grave, mais mieux vaut prévenir que guérir. J'ai accepté d'y réfléchir, sachant qu'elle documentait chaque symptôme pour sa future affirmation que j'étais mentalement inapte à prendre des décisions concernant ma propre propriété. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'équipe de Morrison avait identifié la source de mes prétendus symptômes. Patricia ajoutait de petites quantités de somnifères en vente libre à mon café chaque matin, juste assez pour me rendre somnolent et oublieux. Après le départ de Patricia avec Tyler, j'ai mis en œuvre la phase suivante de notre plan. J'ai commencé à agir de manière de plus en plus paranoïaque et instable, marmonnant que des gens m'observaient et exprimant de la confusion au sujet d'événements récents. Les caméras cachées ont capturé chaque instant alors que Marcus observait avec satisfaction, croyant clairement que sa manipulation psychologique réussissait. « Jeffrey, tu me fais peur », a dit Madison quand j'ai commencé à me parler à moi-même de caméras cachées et de gens qui complotaient contre moi. « Est-ce que ça va ? » « Ne t'inquiète pas pour ton oncle », lui a dit Marcus avec une assurance étudiée. « Il est juste stressé par le travail. » Parfois, les adultes ont besoin d'aide quand ils sont dépassés. La façon dont il réconfortait sa fille tout en documentant simultanément ma prétendue dépression nerveuse était glaçante. Il utilisait son propre enfant comme témoin de ma supposée détérioration mentale, créant un témoignage qui serait dévastateur dans toute procédure judiciaire. Vers midi, Marcus a passé l'appel téléphonique que Morrison avait prédit. J'ai écouté depuis ma cachette au sous-sol alors qu'il parlait à quelqu'un d'accélérer leur calendrier. Il s'aggrave plus vite que prévu, a dit Marcus à voix basse. Patricia pense que nous devrions passer à la phase 3 plus tôt que prévu. La documentation médicale s'accumule, mais s'il fait une dépression complète avant que nous soyons prêts, cela pourrait compliquer les choses. Phase 3. Morrison m'avait prévenu à ce sujet, bien que nous ne pouvions que deviner ce que cela impliquait. D'après leur schéma précédent, cela impliquait probablement de déclencher une crise qui justifierait leur prise de contrôle permanente de ma propriété et de mes finances. Non, nous ne pouvons pas attendre l'évaluation psychologique complète, a poursuivi Marcus. S'il commence à faire des accusations alors qu'il semble encore cohérent, les gens pourraient le croire. Mieux vaut établir la tutelle pendant qu'il est clairement incompétent. Tutelle.
Il prévoyait de me faire déclarer mentalement inapte et de prendre le contrôle légal de ma vie. J'ai eu la nausée en pensant à leur victime précédente, l'oncle de Patricia, qui est mort dans des circonstances mystérieuses pendant qu'il se battait pour le contrôle de sa succession. Cet après-midi-là, Marcus a reçu une visite qui a tout changé. Grâce à mes caméras de sécurité, j'ai vu une femme en tenue professionnelle arriver à ma porte d'entrée. Elle s'est présentée comme le docteur Rebecca Hamilton, une psychologue que Marcus avait contactée pour mener une évaluation de santé mentale d'urgence. Monsieur Marcus m'a appelé au sujet de l'état de santé de son frère qui se détériore, a-t-elle expliqué lorsque Marcus l'a fait entrer dans ma maison sans ma permission. Il craint que Jeffrey puisse être un danger pour lui-même ou pour les autres. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Marcus avait engagé une professionnelle corrompue pour valider mon incompétence. Ce n'était pas une évaluation légitime. C'était un résultat prédéterminé conçu pour justifier leur prise de contrôle légal de ma propriété. Où est Jeffrey maintenant, a demandé le docteur Hamilton, regardant autour de mon salon comme si elle en était la propriétaire. Il dort, a répondu Marcus. Il a des épisodes où il reste éveillé toute la nuit à parler à des gens qui ne sont pas là, puis s'effondre pendant la journée. Hier, il m'a accusé d'avoir empoisonné sa nourriture. L'ironie était à couper le souffle. Marcus décrivait des symptômes réels causés par le drogage de Patricia tout en les présentant comme des preuves de maladie mentale. Chaque détail qu'il fournissait était techniquement exact, mais complètement dépourvu de contexte. J'ai tout documenté, a poursuivi Marcus en montrant au docteur Hamilton un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Des photographies de lui dans des états de confusion. Des enregistrements de ses divagations paranoïaques, des témoignages de membres de la famille qui ont observé son déclin. La voix de Morrison a crépité dans mon oreillette cachée. C'est le moment, Jeffrey. Ils sont sur le point de déclencher le piège. Es-tu prêt? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé la performance la plus importante de ma vie. En titubant depuis le sous-sol, je suis apparu dans le salon, l'air débraillé et confus, jouant le rôle de quelqu'un en proie à une crise de santé mentale. Marcus, ai-je dit d'une voix tremblante. Qui est cette femme? Pourquoi y a-t-il des étrangers dans ma maison? Jeffrey, c'est le docteur Hamilton, a dit Marcus avec une fausse patience. Tu te souviens, je t'ai dit qu'elle venait te parler de comment tu te sentais. Je ne me souviens pas, ai-je marmonné, regardant autour de la pièce avec une confusion apparente. Les choses ont été étranges ces derniers temps. Des gens qui déplacent mes affaires, qui changent les choses quand je ne regarde pas, le docteur Hamilton a pris des notes en observant mon comportement, voyant clairement ce pourquoi elle avait été payée. Jeffrey, pouvez-vous me dire quel jour nous sommes? Je lui ai donné le mauvais jour, puis je me suis corrigé, avec incertitude. Mardi, non attendez. Mercredi? Je suis désolé, les jours se ressemblent tous. Avez-vous bien dormi, a-t-elle poursuivi. Il y a des voix, ai-je dit doucement. Des conversations quand j'essaie de dormir. Des gens qui parlent de moi, qui font des plans. Mais quand je me lève pour vérifier, il n'y a personne. C'était en fait vrai. J'avais entendu les complots de Marcus et Patricia grâce à l'équipement de surveillance. Mais dans ce contexte, cela ressemblait à des hallucinations auditives, symptomatiques d'une maladie mentale grave. Jeffrey, a dit doucement le docteur Hamilton, votre frère s'inquiète pour vous. Il pense que vous pourriez avoir besoin d'aide, peut-être un séjour dans un établissement où des professionnels pourront évaluer correctement votre état. Le piège se refermait exactement comme Morrison l'avait prédit. Il prévoyait de me faire interner dans un établissement psychiatrique où je serais drogué jusqu'à la soumission pendant qu'il prendrait le contrôle de mes biens. Le temps que je sois libéré, si je l'étais un jour, ils auraient vidé mes comptes et revendiqué la propriété de ma maison. Je ne veux aller nulle part, ai-je dit, laissant une peur réelle s'insinuer dans ma voix. C'est ma maison. Je veux juste que les gens arrêtent de déplacer mes affaires. Parfois, nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous quand nous ne sommes pas bien, a dit Marcus avec une sympathie étudiée. L'important est de vous obtenir l'aide dont vous avez besoin. Le docteur Hamilton a hoché la tête en signe d'approbation. Je pense qu'une évaluation de 72 heures serait appropriée. Nous pouvons organiser le transport cet après-midi. Non, ai-je crié, devenant soudainement agité. Vous ne pouvez pas me faire quitter ma propre maison. Marcus, dis-lui que c'est ma maison. Jeffrey, s'il te plaît, calme-toi, a dit Marcus, s'approchant de moi comme pour retenir quelqu'un en pleine crise psychotique. Tu ne penses pas clairement en ce moment.
C'était le moment pour lequel Morrison m'avait préparé. Alors que Marcus tendait la main vers moi, j'ai reculé et j'ai crié la phrase prédéterminée, « Ne me touchez pas. » À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. En quelques secondes, ma porte d'entrée a explosé alors que des agents fédéraux envahissaient la maison. Le docteur Hamilton a crié et a plongé derrière mon canapé tandis que Marcus restait figé, les mains toujours tendues vers moi alors que des professionnels armés l'entouraient. Marcus Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, abus de personnes âgées, vol d'identité et tentative d'enlèvement, a annoncé l'agent principal en menottant mon frère. Docteur Rebecca Hamilton, vous êtes en état d'arrestation pour complot et faute professionnelle. La transformation a été immédiate et complète. Ma prétendue dépression nerveuse s'est évaporée alors que je me redressais, que je retirais le microphone caché de ma chemise et que je regardais directement Marcus avec des yeux clairs et concentrés. « Bonjour Marcus », ai-je dit calmement. Je crois que vous étiez en train de discuter d'arrangement de tutelle. Le regard de choc et de trahison sur son visage était profondément satisfaisant. Jeffrey, mais tu es. Comment as-tu? J'enregistre tout depuis des semaines, lui ai-je dit alors que les agents le conduisaient vers la porte. Chaque conversation, chaque plan, chaque crime. Tu pensais que je perdais la tête, mais en réalité, je rassemblais des preuves pour te mettre en prison, là où tu appartiens. Morrison est apparu de la cuisine, transportant des boîtes de documents et du matériel informatique. Nous avons tout, Jeffrey. Dossiers financiers, documents falsifiés, preuves du drogage, aveux enregistrés de multiples crimes dans plusieurs États. Alors qu'ils emmenaient Marcus, il m'a regardé avec une haine pure. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Jeffrey. Patricia te détruira pour ça. Nos enfants grandiront en sachant que leur oncle a trahi leur famille. Vos enfants grandiront en sachant que leurs parents sont des criminels, ai-je répondu sans émotion. Peut-être que cela les sauvera de devenir des criminels eux-mêmes. La maison est tombée dans le silence après les arrestations, brisée seulement par le bruit des agents fédéraux cataloguant les preuves. Morrison a trouvé la cachette de documents falsifiés de Patricia dans mon grenier, ainsi que du courrier volé et des photocopies de dossiers financiers de multiples victimes. Elle sera arrêtée à son retour avec Tyler, m'a assuré Morrison. Nous avons des unités qui surveillent leur ancien appartement et tous les endroits où elle pourrait fuir. On ne peut pas se cacher des accusations fédérales. Je me tenais dans mon salon, enfin calme après des semaines de chaos, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la paix. Le cauchemar était terminé, mais le règlement de compte ne faisait que commencer. L'arrestation de Patricia 3 heures plus tard a fourni la dernière preuve qui a scellé le dossier contre eux deux. Elle est entrée dans ma maison s'attendant à trouver Marcus célébrant le succès de leur manipulation psychologique, pour découvrir des agents fédéraux l'attendant avec des menottes et un mandat d'arrêt énumérant des dizaines d'accusations s'étendant sur plusieurs États. « Où est Marcus » a-t-elle demandé, regardant autour de mon salon comme s'il pouvait se cacher derrière les meubles. « Où est mon mari ?» Madame Thompson, vous êtes en état d'arrestation, a annoncé l'agent Chen en lui lisant ses droits. Le visage de Patricia est passé par la confusion, la colère, et finalement un calcul désespéré alors qu'elle réalisait que leur arnaque avait été exposée. Jeffrey, dis-leur qu'il y a eu une erreur, a-t-elle plaidé, passant au ton manipulateur que j'avais appris à reconnaître. Nous sommes une famille. Quoi que Marcus leur ait dit, il était juste confus. Il a été sous tellement de stress dernièrement. J'ai regardé la femme qui avait passé des semaines à empoisonner ma nourriture, à documenter de faux symptômes de maladie mentale et à planifier de voler mon identité, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Patricia, j'ai entendu les enregistrements de toi et Marcus planifiant mon meurtre. On ne revient pas de ça. Son visage est devenu blanc alors que les implications la frappaient. Ils avaient été si confiants dans leurs contre-mesures de surveillance, si certains que j'étais trop confiant pour soupçonner des membres de la famille de crimes graves. La réalité que je les enquêtais activement depuis des semaines ne leur était clairement pas venue à l'esprit. Tyler, qui attendait dans la voiture de Patricia pendant l'arrestation, a été immédiatement placé en garde à vue par les services de protection de l'enfance. Le garçon semblait confus et effrayé alors que les travailleurs sociaux lui expliquaient qu'il resterait avec différents membres de la famille pendant que ses parents feraient face à des accusations fédérales. « Oncle Jeffrey » a dit Tyler alors qu'il le conduisait vers le véhicule des travailleurs sociaux. « Maman a dit que tu étais malade. Est-ce que tu vas mieux maintenant ?» L'innocence dans sa voix m'a brisé le cœur. Tyler et Madison avaient été instrumentalisés par leurs parents,
utilisés comme des outils de manipulation émotionnelle et entraînés à mentir sur des comportements d'adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient aussi des victimes, tout aussi endommagées par le mode de vie criminel de Marcus et Patricia que les personnes qu'ils avaient escroquées. « Je vais bien, Tyler », lui ai-je dit doucement. La maladie était pour de faux, comme jouer à un jeu. L'important maintenant est que toi et Madison soyez en sécurité. En 72 heures, les enquêteurs fédéraux avaient démêlé toute l'étendue de l'entreprise criminelle de Marcus et Patricia. Les preuves trouvées dans ma maison ont conduit à des accusations dans cet état différent, les reliant à plus de 20 victimes au cours des 5 dernières années. Morrison m'a informé des conclusions de l'enquête dans mon salon, ce qui semblait surréaliste après des semaines à le considérer comme un territoire ennemi. Ils ont mené cette arnaque de manière systématique, a-t-il expliqué en étalant les dossiers sur ma table basse. Ciblant toujours des membres de la famille financièrement aisés mais émotionnellement vulnérables. Utilisant toujours les enfants comme outil de manipulation. Le schéma était constant et glaçant. Ils identifiaient des parents prospères, recherchaient leur situation financière, puis fabriquaient des crises qui nécessitaient un logement temporaire. Une fois établis dans la maison de leur cible, ils commençaient la manipulation psychologique tout en rassemblant systématiquement des informations financières et en constituant des dossiers juridiques pour prendre le contrôle. L'oncle de Patricia à Phoenix n'était pas leur première victime, a poursuivi Morrison. Ils ont tué une grand-mère au Nevada en utilisant la même méthode. Un empoisonnement l'ont conçu pour imiter un déclin cognitif naturel pendant qu'ils obtenaient la procuration et vidaient ses comptes. 3 victimes étaient mortes dans des circonstances suspectes pendant que Marcus et Patricia accédaient à leur succession. Le FBI rouvrait ses affaires en tant qu'homicide potentiel, armé de preuves de leur méthode et de leurs motifs. Le faux médecin qui est venu vous évaluer faisait partie d'un réseau plus large, a ajouté Morrison. Le docteur Hamilton a fourni des évaluations de santé mentale frauduleuses à des prédateurs financiers à travers le pays. Son arrestation a ouvert des dizaines de cas supplémentaires. La réaction de mes parents à l'arrestation a été dévastatrice à voir. Mon père a subi une légère crise cardiaque lorsque les agents fédéraux ont expliqué que son fils n'était pas seulement un voleur, mais un tueur en série présumé qui ciblait des membres de la famille âgés dans plusieurs États. La culpabilité et la honte d'avoir permis à Marcus d'accéder à ma maison l'ont presque détruit. Comment avons-nous pu ne pas savoir, répétait ma mère pendant son hospitalisation pour ce que les médecins ont appelé des épisodes cardiaques induits par le stress. Comment avons-nous pu aider quelqu'un à planifier le meurtre de notre propre fils? La réaction de la communauté a été tout aussi intense. Les membres de l'église qui avaient loué ma générosité en hébergeant la famille de mon frère me regardaient maintenant avec un mélange de sympathie et d'horreur. L'histoire a dominé les nouvelles locales pendant des semaines, les journalistes la décrivant comme l'un des cas d'exploitation familiale les plus sophistiqués de l'histoire de l'État. Jessica a été la plus affectée de tous les membres de la famille. Elle avait été la plus fervente partisane de Marcus, me pressant activement d'héberger sa famille et critiquant ma réticence comme de l'égoïsme. Apprendre que son plaidoyer avait failli permettre mon meurtre a brisé quelque chose de fondamental dans sa vision du monde. Je n'arrêtais pas de te dire de faire confiance à la famille, a-t-elle sangloté lors d'une de nos conversations difficiles. Je t'ai fait te sentir coupable d'avoir des limites. Si tu m'avais écouté, tu serais mort en ce moment. La culpabilité l'a rongée si sévèrement qu'elle a eu besoin d'un suivi psychologique professionnel pour traiter son rôle dans la conspiration. Notre relation a mis des années à se reconstruire et même alors, elle n'est jamais revenue à sa proximité d'antan. Le procès est devenu un spectacle médiatique qui a exposé la prévalence choquante de l'abus financier familial. L'affaire de Marcus et Patricia a ouvert des discussions sur la manière dont les criminels exploitent la loyauté familiale et les attentes sociales pour victimiser leurs propres parents. Mon témoignage a été particulièrement crucial car j'étais leur dernière victime prévue. Les enregistrements d'eux planifiant mon meurtre, combinés aux preuves de leur empoisonnement systématique et de leur manipulation psychologique, ont brossé un tableau clair d'un homicide prémédité à des fins financières. Mesdames et messieurs les jurés, a déclaré le procureur lors de sa plaidoirie finale, les accusés n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé la confiance, détruit des familles et tué des personnes vulnérables qui les aimaient. Jeffrey Thompson n'a survécu que parce qu'il a été assez intelligent pour documenter leurs crimes et assez courageux pour se défendre. Marcus a été condamné à 28 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Patricia a écopé de 25 ans, la différence reflétant son rôle légèrement moindre dans les étapes de planification de leurs crimes. Le docteur Hamilton a été condamné à 15 ans pour son rôle dans la fourniture d'évaluations frauduleuses qui ont permis à des prédateurs financiers d'agir.
Les enfants ont été placés chez la sœur de Patricia en Arizona, une femme qui avait coupé les ponts avec Patricia des années plus tôt en raison de demandes financières suspectes. Madison et Tyler ont commencé une thérapie pour traiter le traumatisme d'avoir vu leurs parents manipuler et abuser des membres de leur famille tout en leur apprenant à participer à des activités criminelles. J'ai vendu ma maison 6 mois après les arrestations, incapable de me sentir à l'aise dans un espace qui contenait tant de souvenirs traumatisants. Les nouveaux propriétaires étaient une jeune famille avec des enfants qui remplissaient les pièces de rire au lieu de complot, ce qui semblait être une guérison appropriée pour la propriété elle-même. Ma nouvelle maison dans le Colorado représentait un nouveau départ complet, à 3 états de distance des dynamiques familiales toxiques qui m'avaient presque détruit. J'ai gardé un contact limité avec mes parents alors qu'ils travaillaient sur leur propre culpabilité et leur honte, mais je n'ai plus jamais permis aux obligations familiales de l'emporter sur mes instincts de sécurité personnelle. L'expérience m'a appris que l'amour n'est pas une confiance aveuglée, que la famille n'est pas une excuse pour l'abus. Les vrais membres de la famille soutiennent vos limites plutôt que de vous manipuler pour les violer. Les gens qui se soucient vraiment de votre bien-être n'exploitent pas votre gentillesse ou n'utilisent pas votre générosité contre vous. J'ai utilisé l'argent de la récompense pour avoir aidé à résoudre plusieurs affaires non élucidées pour créer une fondation qui éduque les familles sur l'abus financier et fournit des ressources aux victimes d'exploitation par des proches. Le travail à but non lucratif a transformé mon traumatisme en un objectif, aidant d'autres personnes à reconnaître et à échapper à des situations similaires avant qu'elles ne deviennent des victimes. 3 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de Madison, maintenant âgée de 14 ans et vivant avec sa tante. Elle a écrit qu'elle avait appris la vérité sur les crimes de ses parents et voulait s'excuser d'avoir fait partie de leur manipulation. Sa thérapie l'avait aidée à comprendre qu'elle avait été une victime, entraînée depuis l'enfance à aider ses parents à faire du mal aux gens. Je lui ai répondu en l'encourageant dans ses études et en soulignant que les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Madison méritait une chance d'avoir une vie saine, libre des schémas toxiques qui avaient défini son enfance. Tyler, maintenant âgé de 11 ans, réussissait apparemment bien à l'école et ne montrait aucun signe des tendances manipulatrices de ses parents. Le dernier chapitre de cette histoire est arrivé 5 ans après leur arrestation, lorsque j'ai témoigné aux audiences de libération conditionnelle de Marcus et Patricia. Tous deux avaient été des prisonniers modèles, participant à des programmes de thérapie et exprimant des remords pour leurs crimes. D'autres avocats ont fait valoir qu'ils avaient été réhabilités et méritaient une libération anticipée. Je me suis opposé à leur demande de libération conditionnelle, non par vengeance, mais par une réelle préoccupation pour la sécurité publique. Des personnes qui ont passé des années à perfectionner l'art de la manipulation familiale et du meurtre ne pouvaient pas être considérées comme réformées après quelques années en prison. Leurs victimes méritaient une meilleure protection que des espoirs placés dans des programmes thérapeutiques. La commission des libérations conditionnelles a été d'accord, rejetant les 2 demandes et recommandant qu'ils purgent la totalité de leur peine. Marcus et Patricia resteraient en prison jusqu'à ce qu'ils soient trop âgés pour représenter une menace réaliste pour les membres vulnérables de la famille. Debout dans cette salle d'audience, regardant les 2 personnes qui ont essayé de détruire ma vie tout en prétendant m'aimer, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, le pardon. Pas pour leurs crimes, qui étaient impardonnables, mais pour les dynamiques familiales toxiques qui avaient rendu leur manipulation possible. J'avais appris que le pardon ne nécessite ni réconciliation ni confiance. Il signifie simplement libérer la colère qui vous lie aux personnes qui vous ont fait du mal. Marcus et Patricia passeraient le reste de leur vie à payer pour leurs choix, mais j'étais libre de construire quelque chose de mieux à partir des cendres de leur destruction. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison entourée de montagnes, travaillant à distance pour une entreprise technologique qui valorise mon expertise sans exiger mon âme.